Allez, bonjour à tous. On attaque aujourd'hui par le décryptage de ce layout de Chantilly, en sachant que je vais vous parler rapidement d'une petite chose avant. On a lancé avec Axel pour l'hiver prochain The Academy. C'est ce qu'on avait lancé à Nantes l'année dernière. Ça va permettre à tous les joueurs ou les coachs qui veulent venir se former pendant 4 mois avec nous de le faire. Puisqu'on a fait une promotion à Paris, une promotion à Toulouse. Ça permet aux gens qui sont autour de Paris de venir à Paris et le sud de la France à Toulouse. Vous pouvez venir à Paris ou à Toulouse comme vous voulez, hein, mais bon, ça permet de se regrouper géographiquement. Le but, c'est de former les joueurs pendant l'hiver et aussi les coachs. Puisque c'est une école qui va se tenir de novembre à février, avec une clinique par mois, un abonnement au projet K, que ce soit pour les joueurs ou pour les encadrants. Le planning complet, les dossiers d'information et tout sont tout dispo sur Internet, ou alors il suffit de nous contacter et je vous expliquerai comment ça se passe. Je peux tout vous envoyer, soit par Facebook, soit par email, c'est un petit peu comme vous voulez. Je peux vous appeler aussi pour vous expliquer comment ça va se passer en détail. Mais grosso modo, on va travailler la technique pour les joueurs le matin, la théorie pour les coachs le matin, donc ce sont vraiment deux écoles séparées mais qui se tiennent au même lieu, d'accord. La théorie des coachs, c'est une moitié de la matinée en théorie pratique du paintball, et moitié théorie générale, c'est-à-dire un petit peu caractéristiques des publics, s'adapter donc à son public, comment gérer ses séances d'entraînement, la relation avec les joueurs, et donc la seconde moitié qui est vraiment de la théorie propre au paintball. De l'autre côté, les joueurs font un travail technique et l'après-midi, tout le monde se réunit où on travaille les interactions entre le coaching et les joueurs, et surtout on met en place toutes les notions tactiques, collectives qu'on aura abordées avec les coachs le matin, et on mettra en pratique la technique du matin à ce profil-là l'après-midi. D'accord? Donc grosso modo, travail technique le matin et collectif pour les joueurs, théorie le matin pour les coachs et travail collectif avec les joueurs l'après-midi où tout le monde est réuni. Voilà. Le planning, il est hyper complet. Je vous le redis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des infos là-dessus. Allez, on attaque ce décryptage du layout de Chantilly, en sachant qu'il est assez particulier. Je l'ai joué le week-end dernier, pour être honnête, j'ai pas eu de super sensation dessus. Ça faisait 2 mois que j'avais pas joué au paintball pour des raisons personnelles, tout ça. Donc j'étais en forme et tout, mais je me suis pas senti bien avec mon gun et sur le terrain. J'ai joué essentiellement côté zipper. Donc je vais voir ce week-end là, jouer côté berlingot pour vous donner un peu plus d'infos là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, la première chose qu'on va faire pour savoir de quoi on parle tous, c'est le codage. Pour ceux qui sont membres du projet K, vous trouverez le code dans votre espace perso. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer ou le mettre sur un iPad, un truc dans un coin. C'est très très simple. Pour les autres, je vais vous expliquer vite fait. Prenez des notes. Côté zipper, nous c'est toujours les chiffres. C'est très simple, on ne change pas de codage à chaque layout. Vraiment, nous on a une espèce de calque qu'on vient poser sur les layouts. 10, 20, 30 le grand tic-tac, 40. Voilà, ça ne bougera pas. Côté Dorito, on part avec les lettres. Donc alpha, bêta, et le Charlie, c'est le grand tic-tac devant. Le delta est toujours le corner côté Dorito chez nous. Le corner, c'est le corner côté zipper. Au moins, on ne se trompe pas. D'accord? Ensuite, Dorito 1, Dorito 2, Dorito 3, Dorito 4, et ainsi de suite. Zipper, zipper 1, zipper 2, zipper 3, et ainsi de suite. Il nous reste ensuite ces deux tic-tac au centre, que nous, on appelle en fait, côté zipper, toujours Zulu, côté Dorito, toujours Yankee. D'accord? Et là, vous avez codé votre layout puisqu'il ne vous reste plus que le M, que nous on appelle Dallas, juste parce que ça sonne bien et puis ça évite que tout le monde crie M, tout ça, sur le bord de la bande. Ça nous permet de savoir que la communication, elle vient de chez nous. Et là, vous avez codé tous les obstacles, en fait. C'est vraiment pas compliqué, d'accord? Donc, je vous le redis, 10, 20, 30 côté zipper, alpha, bêta, Charlie, donc c'est assez symétrique, d'accord? Ensuite, on a delta, corner, zipper 1 jusqu'au bout, Dorito 1 jusqu'au bout, ok? Et le Dallas, d'accord? Voilà, Yankee, Zulu. Ça, c'était pour le codage. Maintenant, on va aborder une petite notion de logique interne sur jouer au paintball sur un layout. Quel que soit le layout que vous allez trouver, regardez les quelques layouts qui sont sortis derniers temps, vous allez voir que la majorité des obstacles se situent sur ce cercle. Tout simplement parce que le paintball de haut niveau de compétition actuelle, il consiste à couper le terrain en deux parties, un côté zipper, un côté Dorito, et à venir gagner sa moitié de terrain. Alors nous, on parle même d'aller gagner le quart de terrain en face, puisque le but du jeu, ça va être d'avancer plus vite que l'adversaire pour pouvoir venir faire des shoots en croisée. Faire des shoots en croisée pour modifier un critère qui est très important à notre niveau, qu'on appelle le triangle de survie. Un joueur, il a un triangle de survie derrière un obstacle qui est défini par les deux joueurs les plus écartés face à lui. Admettons les deux corners, vous tracez deux lignes comme ça au ras de son obstacle, donc c'est l'équivalent d'une ligne de bille. Vous allez avoir un petit triangle derrière l'obstacle où le joueur peut être caché sans se faire shooter. Ça, c'est ce qu'on appelle un triangle de survie. À notre niveau, on va essayer de faire varier ces triangles de survie. Alors essentiellement, le faire varier, c'est-à-dire le diminuer en fait. D'accord? Le diminuer, ça veut dire qu'on va essayer d'avancer un maximum sur le côté, de manière à modifier ce triangle de survie, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir dans ce triangle de survie, et qu'il se retrouve à devoir jouer à droite ou à gauche,
mais qu'il va devoir se protéger avec ses billes. Il va utiliser son obstacle pour protéger d'un joueur, et il va être à côté de l'obstacle, et il va utiliser ses billes pour se protéger de son deuxième adversaire. D'accord ? Le paintball de compétition actuelle de haut niveau, il consiste à vraiment venir avancer plus vite que l'adversaire, pour venir jouer sur ces notions de triangle de survie, et donc faire ce qu'on appelle nous des shoots indirects. Un shoot indirect, c'est j'ai rentré des mecs, je les ai pas forcément shootés, mais je les ai dominés au fight, j'en ai profité pour avancer, j'ai avancé, je fais un shoot indirect qui consiste à venir shooter un backpack, une bouteille, un bout de loader, n'importe quoi qui dépasse, mais de quelqu'un qui ne fight pas avec moi. Donc le résultat, c'est qu'il a fallu que je gagne mes fights en amont pour pouvoir avancer, mais la finalité, c'est que ce n'est pas une élimination directe. Nous, à notre niveau, il y a très peu d'élimination directe. Une élimination directe, c'est-à-dire on se fight, il y en a un des deux qui se fait shooter. Non, on préfère rester vivant. On sait l'importance que ça a de ne pas laisser les mecs avancer parce que tôt ou tard, ça va jouer de l'autre côté. D'accord ? Ça va avoir une incidence sur notre aile parce que si mon adversaire avance, bah forcément, si par exemple je suis ici, que mon adversaire avance, il n'est pas forcément plus dangereux pour moi parce qu'il ne modifie pas beaucoup mon triangle de survie. Par contre, chaque fois qu'il va avancer, il va commencer à modifier grandement les triangles de survie des joueurs qui sont de l'autre côté. D'accord ? On y reviendra dessus, c'est quelque chose qu'on abordera à l'académie pour tous ceux qui viendront nous voir là. On va parler justement de communication en diagonale pour que ce soit effectif, que chacun sache ce qui se passe de l'autre côté et comment parer à ça avec un rôle d'un safety qui peut venir par exemple rajouter un canon quand on en a besoin. D'accord ? Bon, là on va pas rentrer dans les détails, tout ça ce sera vu cet hiver pour ceux qui veulent venir bosser avec nous. Plus plein d'autres petits critères. Mais donc, pour en revenir à cette logique interne, on a des obstacles qui sont situés sur un cercle, on va dire, qui part des deux bases et qui va au 50. Donc, c'est pas tout à fait un cercle, mais on va imaginer que c'est un cercle, d'accord ? Et vous allez avoir la majeure partie des obstacles qui sont toujours proches de ce cercle, ok ? Le but du jeu étant de venir vraiment pousser sur ce cercle pour avancer, jusqu'à venir sanctionner des erreurs techniques, sans avoir à passer forcément par un fight d'élimination, d'accord ? On va dominer son adversaire, avancer, en profiter, ok ? Donc ça, c'était le petit aparté sur les layouts en général, c'est applicable sur tous les layouts, c'est la philosophie de jeu que nous, on applique. Voilà, d'où une certaine agressivité dans le jeu pour pouvoir venir réduire ces triangles de survie. Donc ça, c'était la petite définition de ce qu'on peut appeler une logique interne. D'accord ? Ensuite, au niveau des obstacles clés. Les obstacles clés sur ce terrain, ils se situent au milieu du terrain. Alors, côté Dorito, il faut avoir passé la ligne 50. Côté zipper, il y a vraiment à partir du zipper 2 ou 3 où ça devient intéressant pour pouvoir faire des shoots. D'accord ? Les obstacles, les shorts, ce qu'on appelle nous 10 et A qui sont les plus près, ont des lignes de pré-banque qui peuvent être sympas, mais à l'entraînement qu'on a fait nous, c'était les premiers joueurs à mourir. Parce que leur triangle de survie, c'est des petits cakes qui sont très avancés dans le terrain, les triangles de survie sont vraiment pas gros, il y a beaucoup de billes qui arrivent dans ces secteurs. Donc si on doit résumer pour moi les obstacles clés, on va dans un premier temps avoir ce Dorito 1, qui est assez important pour venir faire un petit shoot en croisé ici, pour ce joueur-là, ou qui voudrait venir se recadrer ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut y passer de plomb, mais c'est pas mal d'arriver, de sanctionner peut-être le joueur qui va avoir traîné un peu pour pré-banquer, il va venir là, bam, il est obligé de se jeter en vrac, du coup il a pré-banqué, mais il n'aura pas la main sur son vis-à-vis. De plus, si par exemple il y a un zipper ou break, lui qui va essayer de venir recoller derrière, c'est pas évident parce qu'on est parfaitement dans la ligne de ce Dorito 1. Donc ça c'est un obstacle qui était assez intéressant. Mais il ne faut surtout pas s'y arrêter. Si vous avez un deuxième joueur derrière, vous arrivez, vous faites votre petit shoot, hop, la bande, on avance, le deuxième va venir faire le taf. D'accord ? Donc vous restez pas bloqué là. Le deuxième obstacle très important, c'est le zipper dans sa globalité. Parce qu'on a eu énormément de mal à shooter ce mec au break. Et surtout, une fois qu'il est dedans, il n'y a quasiment rien qui l'empêche d'aller zipper 2 tout de suite, voire même zipper 3 dans la voile. Et là, il devient très dangereux parce qu'ici, on est encore un peu gêné par des tic-tac. Une fois qu'on est arrivé Dorito 3, on est nettement moins gêné. D'accord ? Donc les obstacles clés, c'est ce zipper, vraiment qui permet d'être agressif, de pousser. En plus, on a trouvé que du corner, du 20, c'était pas évident de bloquer le mec dans le zipper. Tout simplement parce que vous ne le voyez pas, parce que les obstacles se chevauchent, la voile chevauche le zipper 2 qui chevauche le zipper 1. Donc il n'y avait vraiment que de l'intérieur du terrain qu'on pouvait essayer de ralentir, sans dire de gérer, mais on pouvait essayer de ralentir le mec. C'était franchement pas évident. Donc faut pas hésiter à venir pousser dans ce zipper. Et ensuite, comme d'habitude, on a le M qui est important. Essentiellement quand on a fait un shoot d'un côté pour venir fermer le couloir. On a shooté le runner où c'est resté assez court, admettons comme ça. C'est bien de venir monter là pour pouvoir venir fermer complètement le côté pour éviter que les mecs avancent. D'accord ? Pas forcément pour faire du shoot, mais vraiment pour bloquer le couloir. Ça va permettre à votre joueur d'avancer. Lui va pouvoir venir jouer sur cette notion de triangle de survie alors que votre adversaire ne pourra pas. D'accord ? C'est pareil si vous avez shooté le mec, c'est très bien de venir enfermer là pour que le gars ne puisse jamais repartir. Donc on parle toujours de venir gagner le quart de terrain adverse. En l'occurrence, si vous êtes ici et qu'ils ont un joueur là, il n'y a personne quasiment dans ce quart de terrain, c'est pas grave. Vous en maîtrisez 1, 2, eux ils en maîtrisent 1,
Celui-là, il appartient à personne parce que vous le verrouillez, donc vous n'avez pas de joueurs physiquement dedans, mais eux non plus. Ça veut dire qu'en termes de possession de terrain, vous êtes quand même à 50% de plus que votre adversaire, d'accord? Puisque vous avez les deux, enfin vous avez la moitié du terrain, il n'en a qu'un quart, d'accord? Donc pensez à ça, le M c'est surtout son rôle là. On a tendance à venir se laisser aspirer quand on joue à 3 contre 3 ou 4 contre 4 parce que c'est une solution de facilité venir là parce que justement il y a un grand triangle de survie, mais le jeu se fera forcément sur les côtés, donc pensez-y. Donc en termes d'obstacles clés, vraiment, on a ces deux petits quais qu'il va falloir gérer. On va avoir tout le côté zipper avec cet obstacle qui en final n'en fait presque qu'un. Et on va avoir Dorito 1 plus ensuite, après, à partir du Dorito 4, où ça devient vraiment intéressant, le M comme point de fixation. D'accord ? Ça, c'était les obstacles clés. Au niveau des lignes de pré-banque, pour rien vous cacher, le week-end dernier, on n'a pas shooté grand monde au pré-banque. C'était la première fois qu'on jouait ce terrain, donc on est plus dans une phase de découverte. En plus, il n'y a pas de back center, les pré-banqueurs sont obligés de zoner un peu ou de venir se jeter dans les petits cakes. Ce pas les meilleures conditions pour avoir du pré-banque, d'accord ? Je vous ai dit qu'on avait eu du mal à attraper le zipper, on a aussi eu du mal à attraper côté berlingot. Donc à partir du moment où vous avez un obstacle, ou quand on est dedans, on peut avancer à fond, et qu'en plus cet obstacle, il est difficile à pré-banquer, j'ai envie de vous dire, ça va y aller souvent, d'accord ? Pensez-y, si vous n'arrivez pas à pré-banquer ces gars-là, et si vos joueurs n'arrêtent pas de passer, forcément, il va falloir jouer comme ça et être agressif. Pour l'instant, c'est un terrain qui nous semble assez offensif, assez agressif des deux côtés. Maintenant, il va falloir voir comment ce terrain évolue avec les différentes équipes et comment le jeu va évoluer. Il faut être préparé dans le tournoi à ce que le jeu évolue d'une manière à laquelle vous n'y attendiez pas du tout. On aurait tendance à jouer par exemple agressif, puis au final, peut-être que les Canadiens ou les Ricains vont arriver avec 2 ou 3 joueurs, ils vont réussir à bien bloquer le jeu. Bon, bah, faut y être préparé, d'accord ? Il vaut mieux jouer un petit peu plus agressif et être capable de se temporiser le jeu, plutôt que de jouer directement très lent, très posé, très calme, et de ne pas être capable de venir accélérer quand on a besoin de points ou vraiment gêner l'adversaire, d'accord ? Donc au niveau des lignes de pré-banque, les deux petits temples, les deux petits cakes, pardon, qui peuvent rester plus ou moins à zoner. Nous, on a fait nos runners, on les a fait systématiquement tirer les premières billes à l'intérieur du M, pour pouvoir justement gêner nos adversaires ici et qu'ils ne soient pas dans un fauteuil, parce que si eux, vous leur mettez pas de billes, là, ça devient vraiment 2 bons endroits pour pré-banquer, parce que les mecs, ils peuvent y aller en marchant et cadrer, d'où l'importance de venir gérer un peu les billes, de gêner un peu en tirant des billes ici. Les corners aussi ont été relativement pris, et on ne les a pas pré-banqués, que ce soit nous ou eux, donc je pense qu'au niveau des lignes de pré-banque, il va y avoir des combinaisons à 2 ou 3 joueurs à vouloir doubler des obstacles, ça ne va pas être évident. Et le zipper, jusqu'à présent, est très difficile à pré-banquer. On va peut-être pouvoir trouver une fenêtre, mais c'est vraiment pas évident, puisque les fenêtres pour tirer le zipper, elles sont par là, et on ne peut pas y rester 1000 ans quand vous avez une équipe en face qui vient vous tirer des billes. Donc vous n'êtes pas dans un fauteuil pour pré-banquer, vous cadrez moins bien, c'est vraiment pas évident. En termes de ligne de pré-banque, je pense que les 2 tireurs en courant sur les côtés, ce sera très important. Et ensuite, il va falloir trouver des combinaisons à 2 ou 3 joueurs là, pour vraiment mettre une puissance de feu relativement accrue d'un côté ou de l'autre. Côté zipper, j'ai essayé de pré-banquer ici à l'entrée, c'était pas hyper concluant. Ensuite, on a essayé de zoner un peu au fond, de tirer à la sortie. Nos runners tiraient les premières billes à l'intérieur du M, puis de suite dans le couloir ici pour essayer d'attraper le zipper. Et pareil là, les billes de suite à l'intérieur, et ensuite on vient tirer le couloir. Donc les lignes de pré-banque à définir, je pense qu'il va y avoir vraiment un jeu intéressant à mettre en place à coup de 2 ou 3 joueurs ici. Pour la stratégie qu'on appellerait safe, c'est-à-dire 5 obstacles où on arrive vivant, globalement ça peut être ça pour 4 ou une variante avec corner par exemple comme ça. Par contre, ça va être très compliqué d'avoir une stratégie avec 5 vivants dessus au break. Parce qu'il n'y a pas assez d'obstacles tout simplement. Ça va pas être évident, ou alors il va falloir que lui vienne plonger là. Ça va vraiment pas être évident. Si on veut avoir sur ce terrain-là, sur ce layout, une stratégie de 5 vivants d'une manière assez safe au break, ça va être énormément au dépend de la puissance de feu parce qu'il va falloir que quasiment tous les joueurs viennent se jeter dans les obstacles. Donc c'est assez risqué comme stratégie puisque vous avez vos 5 joueurs qui sont vivants dans les obstacles. Par contre, les mecs vous ont déjà pris du terrain et ont l'ascendant sur vous parce que eux ils sont allés en tirant et vous n'avez pas mis de billes dessus. À notre niveau, c'est très difficile de parer ça. Donc d'un point de vue tactique, je pense que sur ce terrain, il va y avoir du dégât au break et ça va pas être évident d'avoir ces 5 joueurs vivants. Voilà. Ça va être une grosse bataille de volume dès le break avec les 3 joueurs ici qui vont essayer de jouer un peu, de brain un peu l'adversaire en disant tiens on se met 2 là, 3 d'un côté, on est 2 là mais il y a un canon ici, il y en a un de l'autre côté. Alors, il va falloir apporter cette notion-là. D'accord ? Au niveau de la répartition des joueurs sur le terrain, 3 d'un côté ou 2 de l'autre, on n'a pas trouvé qu'il y avait un côté actuellement où c'était mieux de pousser à 2 ou à 3. On a beaucoup plus joué à 3 côtés zipper mais on se marchait un peu dessus. 3 côtés Dorito c'est à pousser aussi mais en fait
Je pense qu'il va y avoir vraiment un choix à faire entre est-ce qu'on met le 5e canon à droite ou à gauche, et ce joueur-là va peut-être venir devoir plonger, venir en 2 temps dans des corners. Il va y avoir vraiment avoir ce joueur satellite là qui, à un certain niveau, devrait être capable de prendre les décisions tout seul dès le buzzer pour faire le bon choix. Mettre le canon du bon côté s'il veut tirer du côté où ils sont 3 ou 2, partir du côté où on a un mec qui est mort, partir du côté où il a fait un shoot. Voilà. Ce joueur-là qui va être satellite, il va avoir une grande importance tactique et je pense qu'il faut le travailler un petit peu à l'entraînement. Pour moi, actuellement, il n'y a pas de côté phare où on envoie 3 joueurs, il n'y a pas de côté phare où on en envoie 2. Ça peut vraiment varier puisque le terrain est quand même pas loin d'être symétrique en fait, surtout en sortie de base. Ensuite, en termes de petits conseils sur ce terrain, il y a un très bon rebond sur ce. C'est une médusa, hein, c'est pas un pilar, mais je les ai pas. C'est pareil ici, hein, j'ai mis 2 trucs parce que j'ai pas la voile, donc c'est toujours comme ça. Il y a un très bon rebond depuis les obstacles du zipper dessus pour le mec qui viendrait dans la voile. Je pense que la logique voudra que ce sera Dorito 1 ou Dorito 3 qu'il faut jouer, il faudra quasiment jamais s'arrêter dans le Dorito 2. Il y a eu un terrain l'année dernière qui était similaire où vraiment il fallait absolument pas s'arrêter. C'est-à-dire on partait du Dorito 1, c'était soit pour aller dans le Dorito 3, soit on restait dans le Dorito 1. Il fallait pas aller dans le Dorito 2. Je pense que ça va tendre un petit peu comme ça, puisque c'est pas évident vraiment de rester vivant ici. Au niveau de la gestion des 3 joueurs ici, il va falloir s'entraîner. Si vous n'êtes pas capable de le faire dans les 5 dernières secondes, de vous caler les canons correctement en fonction de ce que vous voyez en face, il va falloir vous entraîner ce week-end et le week-end suivant à vous mettre d'accord avec les 2 autres de où est-ce que vous mettez les canons. 1 ou 2 solutions, voire 3 solutions différentes. Tiens, on met plus de canons côté zipper, plus de canons côté Dorito. On répartit le 3e et satellite. Est-ce que je viens avec toi? Est-ce que je viens avec toi? Est-ce que je reste là, je tire? Est-ce que je reste là et je vais après en 2 temps quelque part? Voilà, ça, il va falloir vous mettre d'accord, il va falloir le travailler un peu. Je vous conseille de faire tirer eux à l'intérieur dès le début de la partie pour justement gêner ce joueur-là en face, de manière à ce qu'il n'ait pas... hop, tranquille, je suis debout, je peux cadrer mes billes et je pars après en ayant la main sur mes adversaires. Poussez. Poussez côté voile, poussez côté zipper. Venez prendre le M si vous faites les shoots. On est quand même sur un layout qui est relativement classique, mais qui va permettre, je pense, aux équipes offensives et agressives de venir s'exprimer sur les côtés comme ça pour venir, je vous le rappelle, faire des shoots sur les triangles de survie. Voilà, au boulot.